La fin de l'année 1942 s'annonçait particulièrement rude dans l'hémisphère nord. Les vents de l'Arctique balayaient sans répit les mers sombres et la neige, portée par des rafales incessantes, transformait la navigation en une épreuve presque insupportable. C'est dans ce décor chaotique, où la nuit polaire semblait régner sans partage, que se jouait une partie capitale pour l'avenir de la guerre. Dans ces contrées glaciales, loin des grandes batailles terrestres de Stalingrad ou de Leningrad, un autre combat se préparait. Un affrontement naval où le froid, la mer et l'absence totale de visibilité étaient autant d'ennemis que les cuirassés et les sous-marins allemands. Depuis plusieurs mois, l'Union soviétique luttait désespérément pour sa survie. Ses villes les plus emblématiques, Leningrad au nord et Stalingrad plus au sud, étaient encerclées ou menacées. Les populations civiles enduraient la faim, le froid et les bombardements ininterrompus. Dans les steppes gelées de la Volga, l'armée rouge saignait et se battait avec acharnement contre les divisions allemandes. Dans ce contexte, chaque caisse de munitions, chaque camion, chaque tonne de carburant envoyé via la dangereuse route maritime du Nord constituait un souffle de vie pour une nation à bout de force. C'est ainsi que le 22 décembre 1942, un nouveau convoi allié, baptisé JW-51B, leva l'ancre du port écossais de Loch Eave. 15 navires marchands, chargés d'un matériel vital, prirent la mer dans l'espoir d'atteindre Mourmansk, l'un des rares ports soviétiques qui demeurait libre et utilisable durant l'hiver. Leur cargaison représentait bien plus qu'un simple ravitaillement. Elle incarnait l'aide massive promise par les alliés occidentaux au peuple soviétique. À bord de ces cargos s'entassaient plus de 80 chasseurs, une trentaine de bombardiers, environ 200 véhicules blindés, dont une bonne partie de chars de combat, ainsi que 70 000 tonnes de provisions diverses, carburant, vêtements d'hiver, équipements médicaux, vivres, munitions. Pour l'état-major soviétique, l'arrivée à bon port de ce convoi pouvait faire la différence entre la survie de Stalingrad ou son effondrement. Sans ces renforts matériels, la vaste machine de guerre rouge risquait de s'essouffler. Les divisions allemandes, supérieures en artillerie et bien organisées, pouvaient alors emporter une victoire décisive sur le front de l'Est. Ainsi, derrière ces navires isolés dans les glaces boréales, se jouait ni plus ni moins que le destin de millions d'hommes au sol. Cependant, la traversée de l'océan Arctique n'avait rien d'une formalité. L'itinéraire, bien connu sous le nom de route des convois de l'Arctique, était considéré comme l'un des plus périlleux de toute la guerre. Les sous-marins allemands, organisés en meutes de loups redoutables, patrouillaient systématiquement ces couloirs maritimes. Dès qu'un convoi était repéré, les U-boats convergeaient pour frapper avec violence, cherchant à éparpiller et démoraliser les marchands escortés. À cette menace permanente s'ajoutait celle des navires de surface allemands basés en Norvège. Même affaiblie et prudente depuis la perte du puissant Bismarck en 1941, la Kriegsmarine restait capable de projeter dans ses eaux polaires des croiseurs lourds ou des destroyers modernes. Pour de simples navires de commerce, dépourvus d'armement sérieux, un tel affrontement signifiait la destruction quasi certaine. Les Britanniques avaient tiré de cruelles leçons de cette réalité quelques mois plus tôt. L'exemple tragique du convoi PQ-17 au début de l'été 1942 restait dans toutes les mémoires. Sur 36 bateaux, 2 tiers avaient été coulés au fil des assauts répétés, les survivants arrivant décimés et brisés moralement. Winston Churchill lui-même avait reconnu que ce désastre fut l'un des épisodes les plus douloureux de la guerre navale britannique. Il était impensable de reproduire une telle catastrophe en cette fin d'année 1942, alors que la bataille de Stalingrad atteignait son paroxysme. C'est pourquoi la protection du convoi JW-51B fut réfléchie avec soin. Sous le commandement du capitaine Robert Sherbrooke, officier au tempérament calme mais déterminé, un imposant dispositif avait été rassemblé. L'escorte directe comptait 6 destroyers modernes, l'Onslow, navire amiral du capitaine, mais aussi la Chatte, l'Oribi, l'Orwell, l'Obdurat et l'Obédian. Pour épauler cette première ligne, 2 corvettes de la classe Flower, le Rhododendron et l'Hyderabad, 2 chalutiers armés, le Visalma et le Northern Gem, et un dragueur de mine, le HMS Bramble. Enfin, 2 croiseurs légers, le Sheffield et le Jamaica, stationnés non loin en couverture, constituaient la réserve lourde en cas d'attaque massive. L'ensemble, sans être comparable à une grande flotte de bataille, représentait néanmoins une escorte redoutable, capable de tenir tête à un croiseur allemand pendant un temps. Mais la nature, elle, restait indomptable.
Dès les premiers jours, la traversée se transforma en calvaire. Le 28 décembre, à peine une semaine après avoir quitté Loch Uve, le convoi fut frappé de plein fouet par une tempête d'une rare violence. Les rafales hurlantes disloquèrent la formation, chaque navire se retrouvant ballotté par des vagues de plusieurs mètres. La neige tombait avec une telle densité qu'il devenait impossible de distinguer la silhouette du bateau voisin. Des heures durant, les bâtiments marchands se perdirent dans les ténèbres, incapables de conserver l'alignement prévu. Beaucoup de marins, engourdis par le froid, pensèrent ne jamais revoir la cohésion du convoi. C'est alors que le travail opiniâtre de certains navires d'escorte prit tout son sens. Le Bramble, pourtant modeste dragueur de mines, réussit à s'engager courageusement dans l'ouragan pour repérer les marchands dispersés et les guider à la lumière de son radar. Progressivement, les silhouettes isolées commencèrent à se reformer. Les distances furent corrigées et au prix de plusieurs sueurs froides, le dispositif parvint à se reconstituer sous l'œil vigilant du capitaine Sherbrooke. Bien que soulagé, l'officier comprit simultanément que la tempête les avait poussés bien plus au sud que la route initialement tracée. Cette déviation, invisible au milieu de la nuit et des rafales, les avait rapprochés dangereusement des fjords de Norvège, là où stationnaient les flottilles allemandes. À cette inquiétude s'ajoutait un autre signe annonciateur. L'amirauté britannique avait intercepté un niveau d'activité radiophonique anormal le long des côtes norvégiennes. Autrement dit, la Kriegsmarine s'agitait. Peut-être avait-elle déjà repéré le convoi. Peut-être se préparait-elle à lancer une nouvelle offensive d'envergure. Sherbrooke, lucide et expérimenté, comprit qu'il fallait désormais garder ses hommes en alerte permanente. Nul ne pouvait savoir quand ni d'où surgirait l'ennemi. Mais une certitude s'imposait. Les jours qui suivaient seraient décisifs, pour son équipage, pour le convoi, et peut-être même pour le front de l'Est tout entier. Ainsi, perdu dans la nuit arctique, JW-51B avançait lourdement, rythmé par le fracas des vagues gelées et les moteurs ronflants des destroyers. Les marins scrutaient à l'horizon, malgré l'absence presque totale de visibilité. Chaque ombre, chaque lueur, chaque écho capté au radar pouvait être l'annonce d'un torpillage brutal ou de l'apparition d'un croiseur de la Kriegsmarine. L'air était saturé de tension, comme suspendu entre l'espoir de parvenir à Mourmansk et la crainte sourde d'un désastre imminent. Tandis que le convoi JW-51B avançait vers l'est, l'ombre du danger grandissait sur les côtes de Norvège occupées. Les services de renseignement de la Kriegsmarine ne restaient jamais inactifs dans cette région. Les avions de reconnaissance, profitant des rares éclaircies au-dessus des fjords, signalaient régulièrement la présence de navires alliés. Les sous-marins allemands, tapis dans l'obscurité, sillonnaient ces mêmes routes dans l'attente d'une proie vulnérable. Et bientôt, cette proie semblait se présenter d'elle-même. Le 30 décembre 1942, un U-boot en patrouille, le U-354, intercepta au loin des silhouettes suspectes et confirma la vision par radio. Quelques instants plus tard, le message clair et précis parvenait au quartier général naval en Norvège. Un convoi allié avançait vers Mourmansk. La nouvelle n'était pas banale. Chaque convoi identifié pouvait potentiellement changer le cours de la guerre. Dans ce cas précis, l'ampleur des cargaisons, alliées au moment critique de l'hiver 1942-1943, lui donnait une importance cruciale. Les stratèges de Berlin comprirent immédiatement que l'occasion s'offrait de porter un coup dur aux Alliés tout en étouffant l'effort soviétique. Dans les fjords glacés, l'amiral Oskar Kumets reçut ses ordres. Kumets, vice-amiral réputé pour son professionnalisme froid, se trouvait en Norvège à la tête d'unités de surface imposantes. Le plan qui fut dressé ce jour-là prit le nom de code Regenbogen, c'est-à-dire arc-en-ciel. Mais le nom, presque poétique, cachait une opération brutale et audacieuse. Surprendre JW-51B en pleine traversée et l'anéantir. Pour cela, tous les grands bâtiments encore disponibles dans les fjords norvégiens allaient être mobilisés. La Kriegsmarine, il est vrai, n'était plus la force flamboyante du début du conflit. La perte du Bismarck en mai 1941 avait marqué les esprits, prouvant que même un mastodonte naval pouvait être abattu par la ténacité britannique. Depuis, Hitler fallait davantage chaque prise de risque maritime. À Berlin, la méfiance avait remplacé les grandes démonstrations. Pourtant, ce 30 décembre, la tentation d'un succès semblait trop belle pour être ignorée. Sous les ordres de Kumets se regroupèrent deux grands navires de guerre, le croiseur lourd Admiral Hipper et le cuirassé de poche, Lützow,
ancien Deutschland, rebaptisé pour des raisons de propagande. Autour de ces deux colosses, 6 destroyers modernes apportaient vitesse et souplesse. Le Friedrich Eckholt, le Richard Beitzen, le Theodor Riedel, ainsi que les Z-29, Z-30 et Z-31. L'ensemble représentait une escadre redoutable, capable de balayer en une seule attaque n'importe quel groupe de marchands, escorté de quelques destroyers. Le plan, toutefois, demandait doigté et coordination. Kümetz, fin stratège, élabora une approche en 2 volets. Le premier groupe, autour de l'admiral Hipper, devait foncer sur le convoi par le nord, provoquer le choc initial et surtout attirer à lui les destroyers britanniques. L'objectif n'était pas de détruire immédiatement tous les navires alliés, mais d'obliger l'escorte à se concentrer sur Hipper et ses canons de 203 mm. Pendant ce temps, plus au sud, le Lützow et son escorte devaient surgir et s'abattre directement sur les marchands restés sans protection, achevant la mission en torpillant la précieuse cargaison. C'était le cœur du scénario, détourner le bouclier britannique au nord, puis abattre le cœur du convoi au sud. Si tout se déroulait comme prévu, les résultats seraient spectaculaires. 15 cargos réduits à l'état d'épave, des dizaines de milliers de tonnes de matériel envoyées par le fond, et un message clair à Staline et à Churchill. L'Allemagne montrerait qu'elle contrôlait encore la mer de Barents et que les convois arctiques n'étaient jamais à l'abri. Mais derrière l'audace de ce plan se cachait une profonde appréhension. Hitler, depuis ses quartiers en Bavière, suivait de près ce type d'opération. Obsédé par la sécurité de ses grands navires, il craignait toujours de les exposer à une perte humiliante. Le souvenir amer du Bismarck planait sur chaque décision. C'est pourquoi, au moment même où Kümetz se préparait à prendre la mer, un message signifié par le haut commandement lui arrachait une partie de sa liberté d'action. En substance, l'ordre disait « Éviter un ennemi supérieur, détruire uniquement si la situation tactique le permet ». Ce simple mot d'ordre résumait la contradiction fondamentale de la Kriegsmarine en 1942. D'un côté, Berlin exigeait des victoires spectaculaires susceptibles de redorer le prestige du Reich. De l'autre, Hitler refusait obstinément de risquer ses unités capitales. Kümetz devait donc jongler entre 2 impératifs contradictoires. Frapper fort et rapide, mais fuir aussitôt qu'apparaîtrait une menace sérieuse. Malgré ces contraintes, il appareilla. Le 30 décembre, les lourdes silhouettes du Hipper et du Lützow quittèrent furtivement les masures enneigées de l'Altafjord. Derrière eux, les destroyers formaient une escorte disciplinée, leurs coques se détachant dans la pénombre hivernale. À bord, les équipages frissonnaient sous des températures polaires, mais l'idée d'une proie facile réchauffait les esprits. Pour ces marins, l'ennemi représentait d'abord une colonne de cargos mal défendue, remplie de richesses militaires. L'affaire pouvait être rapide et glorieuse. Pourtant, même parmi les officiers, l'incertitude régnait. La météo, imprévisible, risquait de réduire à néant toute coordination. La nuit polaire ne pardonnait pas l'erreur. On pouvait aussi bien surgir sur un adversaire que sur un allié. Et puis, tout le monde savait que les Britanniques avaient renforcé leur dispositif de protection après PQ-17. L'amirauté n'improvise pas 2 fois lorsqu'il s'agit de préserver l'alliance avec Moscou. Dans les fjords, certains commandaient déjà leur dernière lettre avant le départ. Les marins expérimentés savaient que la mer de Barents ne ressemblait à aucune autre. Le froid pouvait tuer aussi vite que la torpille et la simple perte de vitesse pouvait signifier l'immobilisation fatale d'un bâtiment. Pourtant, les moteurs rugirent, les ancres se levèrent, et l'escadre allemande prit la mer, cap plein nord, à la recherche du convoi JW51B. Au même moment, à bord des navires britanniques, les commandants d'escorte scrutaient inlassablement leurs radars. L'activité radio interceptée avait semé le doute. Le capitaine Sherbrooke, malgré son calme apparent, avait donné des instructions claires. Chaque homme devait rester concentré, car les Allemands n'hésiteraient pas à exploiter la moindre faille. Sa tâche n'était pas de vaincre une flotte ennemie, mais simplement de protéger les cargos. Peu importait le prix en navire de guerre, la mission sacrée restait la même. Permettre au convoi d'atteindre Mourmansk intact. L'Arctique, ce 31 décembre 1942, allait offrir aux 2 camps une scène sauvage, où la neige, la glace et la fumée se mêleraient aux éclats d'artillerie. Bientôt, les 2 escadres, invisibles l'une à l'autre encore quelques heures plus tôt, allaient se croiser au cœur de la tempête polaire. L'aube du 31 décembre 1942 se leva comme une pâle lueur dissimulée derrière un rideau de neige dense.
La nuit polaire, en réalité, n'autorisait jamais une vraie clarté. Tout se limitait à une grisaille mouvante où chaque silhouette se confondait, où le ciel et la mer semblaient se rejoindre dans une blancheur sans contour. Dans ce monde figé, seuls les radars et l'instinct des marins servèrent de guide. À environ 8h30 ce matin-là, un des navires alliés, la corvette HMS Hyderabad, aperçut vaguement sur l'horizon la silhouette incertaine de 2 bâtiments. Leur forme se perdait dans le rideau de neige, si bien qu'au premier coup d'œil, on crut à des bâtiments soviétiques venus prêter main forte. L'espoir de voir apparaître des alliés locaux réchauffa l'équipage, épuisé par des semaines en mer. Mais très vite, les doutes surgirent. Aucun signal d'identification n'était renvoyé par les mystérieux navires. Une dizaine de minutes plus tard, c'est le destroyer HMS Obdurat qui avisa une 3e silhouette. Désormais, 3 navires se tenaient, avançant timidement, masqués par la tempête. L'Obdurat, appliquant les consignes de Sherbrooke, s'en approcha pour mettre les choses au clair. Dans l'obscurité neigeuse, les marins britanniques envoyèrent un signal lumineux de reconnaissance, attendant la réponse convenable. La réponse qui survint ne fut pas celle espérée. D'un seul coup, la quiétude tendue du paysage arctique fut brisée par l'éclair violent des canons. Les 3 bâtiments aperçus n'étaient nullement des alliés, mais bien 3 destroyers allemands, le Friedrich Eckholt, le Richard Beitzen et le Z-29. Leurs canons ouvrirent le feu sans préambule, crachant des gerbes rouges incandescents dans la blancheur glaciale. Les premiers obus tombèrent dans un fracas d'éclats et de vapeurs brûlantes. La surprise fut grande, mais la réaction britannique fut immédiate. Sherbrooke, depuis la passerelle de son navire amiral HMS Onslow, donna l'ordre de déployer un rideau de fumée. Il fallait protéger les marchands à tout prix. Les destroyers britanniques commencèrent à manœuvrer nerveusement, lançant cortines de fumée artificielle pour masquer les silhouettes vulnérables des cargos. Derrière ce écran, les 15 navires marchands cherchaient à maintenir leur cap, oscillant dangereusement sous le poids des vagues. La bataille prenait des allures irréelles. Dans un espace réduit par la neige, les navires cherchaient à identifier l'adversaire, souvent sans visibilité réelle. Parfois, les hommes ne distinguaient que le flash d'une tourelle ennemie avant que le fracas ne retentît. L'air vibrait au rythme des détonations, ponctué de lointains échos étouffés par le vent. Puis, soudain, une ombre plus massive encore émergea de la nuit boréale. Le croiseur lourd Admiral Hipper s'avançait dans la mêlée. Ses 4 tourelles doubles de 203 mm, impressionnantes, représentaient une puissance de feu largement supérieure à celle des petits destroyers britanniques. Son entrée en scène transforma aussitôt l'équilibre des forces. Le HMS Onslow, navire amiral de Sherbrooke, faillit d'ailleurs entrer en collision avec l'énorme silhouette ennemie, tant la visibilité était réduite. À quelques centaines de mètres à peine, le géant allemand apparut tel un mur d'acier surgissant du brouillard. Pourtant, loin de se dérober, Sherbrooke lança son bâtiment à l'attaque, profitant de chaque illusion, de chaque semblant de manœuvre torpille pour tenir le Hipper à distance. Les destroyers britanniques, inférieurs en artillerie, multiplièrent les tactiques d'intimidation. Faisant semblant de préparer des tirs de torpilles massés, ils forçaient le croiseur allemand à rester en mouvement constant, perturbant son tir. Ces courses fantômes n'avaient pas toujours d'effet réel, mais elles semaient l'incertitude. Dans le feu et la neige, Coumetz et ses officiers tiraient presque à l'aveugle, souvent guidés uniquement par les éclairs fugitifs des destroyers alliés. Cependant, la supériorité allemande commençait à se faire sentir. Le Hipper réussit à placer plusieurs salves directes sur le HMS Achat. Un obus atteignit de plein fouet la passerelle du navire britannique, tuant une grande partie de l'équipe de commandement. Malgré ce coup terrible, l'Achat continua son rôle indispensable, maintenir le rideau de fumée. Le navire, endommagé et en flammes, protégeait encore le convoi. Ses marins, blessés ou étourdis, poursuivaient la tâche au péril de leur vie. Finalement, après des heures de lutte acharnée, le destroyer finit par chavirer et sombrer, emportant des dizaines d'hommes. Mais son sacrifice ne fut pas vain. Grâce à lui, les cargos restaient tapis dans la brume protectrice. Au milieu de cette mêlée, un autre épisode montra le courage des hommes face à la mer impitoyable. Alors que la chatte sombrait, le chalutier armé Sea Gem, modeste bâtiment de soutien, se précipita vers l'épave, bravant encore les tirs errants. Dans l'eau glaciale, les marins britanniques luttaient pour leur survie, certains en criant de douleur, d'autres déjà engloutis par la mer.
Le Sea Gem parvint à repêcher 81 rescapés, arrachant ses vies à une mort presque certaine. De son côté, le HMS Onslow se trouva bientôt dans une situation dramatique. L'admiral Hipper, concentrant ses tirs, réussit à toucher à plusieurs reprises le navire amiral britannique. 4 impacts firent voler les éclats jusque sur la passerelle. Le capitaine Sherbrooke, atteint au visage par des fragments, fut grièvement blessé. Le sang coulait abondamment, mais, étendu, il refusait de quitter son poste. Ordonnant la manœuvre d'une voix ferme malgré la souffrance, il continua d'exhorter ses hommes à maintenir la ligne. L'exemple de son courage galvanisa son équipage. Il savait que leur unique raison d'être n'était plus de vaincre, mais seulement de faire barrage. Dans cet instant critique, l'équilibre de la bataille changea brusquement. Alors que l'admiral Hipper semblait sur le point d'imposer sa loi, de nouvelles silhouettes apparurent entre les nuages de neige. Les croiseurs britanniques Sheffield et Jamaica, appartenant à la fameuse Force Air, s'étaient approchés en renfort. Ces bâtiments, chacun armés de canons de 150 Guinée-Bira et bien plus solides que les destroyers isolés, venaient enfin redonner une chance aux Alliés. L'arrivée de ces renforts marqua un tournant psychologique. Coumetz, jusqu'alors persuadé de dominer la zone, comprit que la situation risquait de se retourner. Ses ordres d'origine, éviter tout combat prolongé contre une force supérieure, résonnaient dans son esprit. De plus, le Lutzow et son groupe, censés surgir au sud, perdaient un temps précieux à tenter d'identifier leur cible au milieu du chaos. Au lieu d'éparpiller sans effort les cargos, la confusion les empêchait d'attaquer efficacement. Bientôt, la bataille se transforma en un mélange chaotique de passes d'armes à courte portée. Les destroyers allemands obtenaient quelques succès temporaires. Le Friedrich Eckholt parvint à couler le petit HMS Bramble en à peine 10 minutes d'assaut impitoyable. Mais la riposte alliée ne tarda pas. Le Sheffield, dans la confusion, ouvrit le feu sur Eckholt à bout portant, transformant le destroyer allemand en torche. Le bâtiment sombra avec tout son équipage, image tragique de la cruauté de ses engagements polaires. À mesure que les minutes passaient, le scénario rêvé de la Kriegsmarine s'effondrait. Non seulement les marchands restaient protégés derrière une épaisse nappe de fumée et un mur improvisé d'escorteurs sacrifiés, mais la supériorité numérique en navires de surface commençait à basculer vers les Britanniques. L'admiral Hipper, frappé à son tour par plusieurs obus, subissait des avaries notables. Rien d'irrémédiable peut-être, mais assez pour convaincre Coumetz du danger réel d'être encerclé. Dans le tumulte, la décision s'imposait d'elle-même, mettre fin à l'opération. Vers la mi-journée du 31 décembre, Coumetz ordonna le repli général. Lorsque l'escadre de Coumetz fit demi-tour et disparut dans le voile des bourrasques arctiques, les marins alliés respirèrent avec un mélange de soulagement et d'épuisement. Le convoi JW-51B, malgré la perte douloureuse de plusieurs navires d'escorte, restait intact dans sa mission essentielle. Tous les cargos avaient survécu. L'objectif premier, livrer à l'Union soviétique les blindés, les avions et les milliers de tonnes de matériel indispensable, était désormais garanti. Quelques jours plus tard, les navires marchands atteignirent sans encombre les ports du nord soviétique. Pour Moscou, l'arrivée de cette cargaison représentait un appui moral autant que matériel. Les usines de l'Oural allaient être ravitaillées en carburant précieux. Les divisions sur le front allaient recevoir de nouveaux chars et véhicules de transport. Et les escadrilles soviétiques allaient décoller grâce à des chasseurs fournis par les Alliés. Au moment où la 6e armée allemande s'enlisait dans les ruines de Stalingrad, ce succès logistique renforçait la capacité de résistance de l'armée rouge. À Berlin, en revanche, l'échec provoqua une onde de choc. Hitler, apprenant que l'opération Regenbogen n'avait abouti qu'à la perte d'un destroyer et à l'endommagement du Hipper, entra dans une colère noire. Une fois encore, un convoi ennemi avait franchi la mer de Barents. Pire encore, les Britanniques n'avaient perdu aucun cargo. Aux yeux du Führer, la Kriegsmarine venait de démontrer son impuissance stratégique. Dans une de ses saillies colériques habituelles, Hitler alla jusqu'à ordonner la mise hors service de tous les grands bâtiments de surface. Selon lui, après la perte du Bismarck, l'inefficacité du Tirpitz et désormais la déconvenue de Coumetz, les cuirassés et croiseurs lourds représentaient une charge inutile. Il exigea que les 13 derniers Capital Ships soient désarmés, transformés si possible en batteries côtières ou simplement ferraillés. Une telle décision provoqua un séisme dans la hiérarchie navale. Le grand amiral Erich Raeder, chef de la Kriegsmarine depuis le début du conflit,
refusa d'exécuter un ordre qu'il jugeait insensé. L'homme, pourtant loyal à Hitler, ne supportait pas de voir anéanti ce qu'il restait de la flotte de surface. En janvier 1943, il présenta sa démission. Ainsi prenait fin la carrière du dernier artisan d'une force navale allemande ambitieuse. À sa place, Hitler nomma l'amiral Karl Dönitz, jusque-là maître incontesté de la guerre sous-marine. C'était une réorientation stratégique sans ambiguïté. Le Reich allait désormais miser presque exclusivement sur les U-boots. Ces meutes de loups restaient le seul outil jugé rentable et efficace pour menacer les routes maritimes alliées. Si les destroyers et les radars alliés allaient progressivement réduire leur impact, à l'hiver 1942-43, la décision de Berlin sonna pratiquement le glas des ambitions allemandes en matière de bataille navale de surface. Ainsi, l'échec de l'opération Regenbogen eut une portée bien plus large qu'un simple revers tactique. Il symbolisa la fin d'une époque, celle où l'on croyait encore possible de défier la Royal Navy par de puissants croiseurs et cuirassés. Dès lors, la mer devint un théâtre dominé par les sous-marins, les convois, les avions de patrouille, et non plus par les duels de géants d'acier. Pour les marins britanniques, ce 31 décembre resta gravé comme une victoire chèrement acquise. Ils savaient qu'ils n'avaient pas remporté une bataille par supériorité de feu, mais par courage, par ténacité et par sacrifice. Le capitaine Sherbrooke, grièvement blessé, survécut à ses blessures et fut décoré de la Victoria Cross pour sa bravoure exceptionnelle. Ces hommes, eux, se rappelaient seulement avoir tenu coûte que coûte, dans la neige et la glace, afin de protéger les navires sans canon qui portèrent l'espoir de Stalingrad et de Moscou. Et dans le silence glacé du Nord, les cargos de JW-51B poursuivirent calmement leur mission, comme des fantômes obstinés traversant la nuit boréale. Ils apportaient avec eux la preuve concrète que l'alliance anglo-soviétique tenait bon, même à travers les pires tempêtes du monde.